Bravo! En cliquant sur cette vidéo, tu viens de découvrir une arme secrète, l'énéagramme. Tu vas pouvoir découvrir les motivations profondes qui sont à la base de la personnalité des candidats. Pour l'utiliser à bon escient, il te suffit de t'abonner à la chaîne. Plus de détails maintenant. Salut à tous les aventuriers et bienvenue sur KL et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter le modèle de l'énéagramme. L'énéagramme, c'est un modèle qui permet de décrire les égos des individus. On n'a pas tous le même ego, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle 9 égos différents. On appelle ça des énéatypes. Alors, vous allez voir l'énéagramme, j'aime beaucoup et je pense que vous allez beaucoup aimer aussi. C'est une théorie qui est à la fois simple, qui est facile à comprendre au début quand on ne connaît pas, c'est très intuitif, mais en même temps c'est d'une pertinence complètement ahurissante. Quand on connaît le type de quelqu'un ou le sien, on a accès en profondeur à la connaissance de soi et des autres. En fait, on connaît nos défauts et nos qualités qui vont être permanents tout au long de notre vie et surtout, on connaît les motivations qui sont à l'origine de tous nos comportements. Bon, en gros, pour le dire autrement, si je connais votre énéatype, je suis capable d'expliquer toute votre vie. Dans cette vidéo, je vais la diviser en deux parties. Celle-là, c'est la première partie. Je vais vous faire une présentation des bases du modèle et je vais vous présenter 3 énéatypes, sachant qu'au total, il y en a 9. Et donc dans la deuxième partie, qui sera la suite de cette vidéo, je vous présenterai les 6 derniers énéatypes et je ferai une petite conclusion. Pour chaque énéatype, je vais citer ses points forts et ses points faibles dans Koh Lanta et je vais vous citer bien évidemment pour que vous puissiez comprendre des exemples précis de candidats de l'histoire du jeu. Allez, on est parti! Alors déjà, l'énéagramme, c'est le nom d'une figure. C'est une figure qui comporte un cercle avec 9 points. Les 9 points correspondent à 9 énéatypes différents. Parce qu'en fait, ça vient de là. Énéagramme, ça vient du grec. Énéa, c'est 9. Et gramme, c'est un poids ou un point. Donc, énéagramme, c'est les 9 points. Alors, comment ça marche? À la base de l'énéagramme, il y a ce qu'on appelle la théorie des centres. Il y a 3 centres. Le centre instinctif, le centre émotionnel et le centre mental. Le centre instinctif, pour schématiser, c'est la capacité à passer à l'action. Le centre émotionnel nous permet de vivre des émotions. Et le centre mental, c'est ce qui nous permet d'avoir des pensées, de générer des idées. On a nos 3 centres, mais il va y avoir une hiérarchie entre les 3 centres. Il y a un centre qui va être surutilisé. Dans le jargon, on dit qu'il est préféré. Il y a un centre qui va être utilisé de manière normale. Dans le jargon, on dit qu'il est en support. Et il y a un centre qui va être sous-utilisé. Et donc dans le jargon, on dit qu'il est réprimé. Donc je vous donne un exemple de hiérarchie des centres. Le centre préféré, ça peut être le centre mental, quelqu'un qui surutilise sa capacité à penser, à avoir des idées. Le centre émotionnel va être en support. Et le centre instinctif, réprimé, ça veut dire qu'il va avoir du mal à passer à l'action. En plus des 3 centres, il y a ce qu'on appelle 3 directions d'utilisation. La direction vers l'intérieur, c'est-à-dire vers soi-même. La direction vers l'extérieur, tout ce qui est l'environnement et les autres. Et la direction à la fois vers l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'on fait les deux en même temps. Sachant qu'il y a 3 possibilités d'avoir un centre préféré et il y a 3 directions possibles. Si vous êtes fort en maths, vous savez que 3 x 3, ça fait 9. Et donc, on tombe sur la description des 9 énéatypes différents. On reprend la figure. Les 3 types qui préfèrent le centre instinctif, ça va être le 8, le 9 et le 1. Les 3 types qui préfèrent le centre émotionnel, ça va être le 2, le 3 et le 4. Et les 3 types qui préfèrent le centre mental, ça va être le 5, le 6 et le 7.
Alors, déjà, là, juste avec ce que j'ai dit, c'est vraiment la base de la base, hein, mais juste avec la base, on peut déjà voir une des raisons pour lesquelles Koh Lanta est un jeu absolument fascinant, c'est que c'est un jeu qui mobilise les 3 centres. Le centre instinctif, il peut être très utile au niveau de la survie et sur certaines épreuves qui vont faire appel à du physique. Le centre émotionnel, il peut être très utile au niveau des relations qu'on a avec les autres, donc dans le jeu social. Et le centre mental, il va être mobilisé pour trouver des stratégies et sur certaines épreuves qui nécessitent aussi une approche tactique. Et ça déjà, c'est hyper rare d'avoir un jeu qui mobilise les 3 centres. Ça veut dire que le jeu est vraiment complet. Je ne sais pas si vous avez des exemples, vous, de d'autres jeux qui mobilisent les 3 centres. Moi, perso, j'en ai pas trouvé. Si vous en avez, dites-les moi dans les commentaires. Mais par exemple, un joueur d'échecs, eh ben, il va utiliser son centre mental. Mais les centres émotionnels et instinctifs ne lui serviront à rien du tout. Quelqu'un qui fait un sport, peu importe le sport, bah, ça va évidemment mobiliser le centre instinctif et le centre mental pour élaborer sa stratégie. Mais le centre émotionnel lui servira à rien du tout. Et même, en réalité, c'est même un avantage de réprimer le centre émotionnel. Dans le sport de haut niveau, ça permet de mieux gérer la pression, de ne pas se laisser déborder par ses émotions. Voilà, déjà, rien qu'avec ça, on peut se dire que, théoriquement, quelqu'un qui réprime par exemple le centre instinctif, il peut avoir une faiblesse au niveau de son image plutôt inactive sur le camp. Le centre émotionnel, ça va créer quelqu'un qui va être plutôt froid, pas forcément doué au niveau des relations humaines. Et un centre mental réprimé, ça peut créer une mauvaise conscience du jeu, une mauvaise vision du jeu, un manque de prise de recul. Alors, j'utilise le conditionnel exprès parce que pour l'instant, on est au tout début, mais on va voir qu'en rentrant dans les détails, bah, c'est ça pas aussi évident que ça. Ça va être du cas par cas après. Maintenant, je vais commencer à vous présenter les énéatypes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'énéatype en quelques phrases. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, c'est juste une vidéo de présentation, mais je vais quand même vous en dire suffisamment pour que vous puissiez comprendre à quoi ressemble l'énéatype. Et on commence donc dans cette vidéo par les 3 types qui préfèrent le centre instinctif. Je commence donc par l'énéatype 1. L'énéatype 1, c'est quelqu'un qui a le centre instinctif préféré vers l'intérieur. Donc déjà, le centre instinctif préféré, ça dénote une problématique autour de la colère, et ça veut dire qu'on va essayer de maîtriser les choses, d'avoir un impact sur les choses. Le centre instinctif préféré, ça va forcément donner quelqu'un d'énergique et d'actif. Dirigé vers l'intérieur, ça veut dire que le 1 va essayer d'être dans le contrôle de soi-même. Ça va donner quelqu'un à la fois d'idéaliste, mais quelqu'un qui compte sur son énergie et sa capacité à passer à l'action pour modifier la réalité et la conformer à ses idéaux qu'il a dans la tête. En fait, c'est quelqu'un, le 1, qui va essayer d'être irréprochable. C'est-à-dire qu'il va repérer ses erreurs, il va ressentir de la colère envers lui-même à propos de ses erreurs, et il va essayer, il va se le reprocher, et il va essayer de corriger ce qu'il a fait, dans le but toujours d'atteindre ses idéaux. On dit qu'il a des idéaux élevés et qu'il est très rigoureux envers lui-même. Les points forts et les points faibles de l'énéatype 1 dans Koh Lanta. Alors, en point fort, déjà j'ai mis énergique et volontaire. Comme j'ai dit, centre instinctif préféré, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et n'hésitera pas à passer à l'action. A priori, ça c'est plutôt positif, pour être très utile notamment sur la vie de camp, il passera pour quelqu'un d'actif. Et si c'est quelqu'un de sportif, il peut être assez efficace dans les épreuves. Ensuite, j'ai mis détermination dans l'effort, c'est quelque chose qui est très valorisé dans l'émission, d'être dans le dépassement de soi, on va au bout de soi-même. Et oui, comme le 1, il a des idéaux élevés et qu'il est très rigoureux, eh bien, il est exigeant envers lui-même. Donc, c'est un peu quelqu'un qui naturellement va aimer aller au bout de lui-même et être déterminé en fait.
dans ce qu'il fait, c'est pas quelqu'un qui va lâcher facilement. Ensuite, dans les points faibles, il y a plusieurs choses. Alors la première chose que j'ai mis, c'est impulsif pour la variante alpha. En fait, là, il faut savoir que pour chaque énéatype, il y a 2 variantes. Et oui, parce qu'il y a 2 hiérarchies des centres possibles. Par exemple, pour l'énéatype 1, on peut très bien avoir le centre mental en support et le centre émotionnel réprimé. Comme on peut avoir le centre émotionnel en support et le centre mental réprimé. Donc la variante, ça joue beaucoup, parce que ça va donner 2 personnalités différentes. En l'occurrence, pour l'énéatype 1, la variante alpha, c'est celle qui a le centre émotionnel en support, et qui du coup va réprimer le centre mental. Cette variante-là, elle va être impulsive, parce que non seulement elle préfère le centre instinctif, c'est-à-dire qu'elle passe facilement à l'action, mais en plus, elle réprime le centre mental, la capacité à prendre du recul. Donc ça va créer quelqu'un de vraiment irréfléchi et très impulsif. Donc ça peut être un défaut dans le jeu parce que il y a quand même beaucoup de situations assez complexes qui nécessitent d'avoir une approche du jeu plus réfléchie, plus posée et de réfléchir sur ce qui se passe. Ensuite, un autre point faible, ça va être des difficultés sociales, même si du coup c'est plus valable pour la variante mu en l'occurrence, donc celle qui va réprimer le centre émotionnel. D'une manière générale, ça va souvent être ça, hein, la répression du centre émotionnel. Ça crée une difficulté au niveau social, puisque c'est par le centre émotionnel qu'on arrive à créer du lien avec les autres. Et oui, l'énéatype 1, au niveau social, ça peut être un gros problème. Il y a ce qu'on appelle dans l'énéagramme des sous-types, et je vais mentionner quand ce sera pertinent, ce qui nous intéresse le plus par rapport à Koh Lanta, c'est le sous-type social. Ces sous-types, ils ont des noms, et en l'occurrence pour l'énéatype 1, le sous-type social, il s'appelle inadaptation sociale. Donc tout de suite, quand je le dis, on voit que c'est un gros défaut. Inadaptation sociale parce que quand il a un rejet pour les groupes sociaux, il se focalise sur son travail, sur la qualité de son travail. Et ça se fait au détriment des relations humaines. Ça lui donne un côté, entre guillemets, un peu sauvage, où il est trop porté sur l'action. Et inadaptation sociale aussi, parce que même dans le cas où le 1 a une attirance pour s'insérer dans des groupes sociaux, il va vouloir imposer ses idéaux aux autres, ce qui sera mal accepté. Et en bref, quand on veut trop bien faire, on peut énerver, on n'est pas adapté aux autres. Du coup, c'est en partie ça qui déteint sur le social du 1. Et enfin, le dernier défaut que j'ai mis, c'est qu'il sort de ce que j'appelle l'entre-deux par le haut. Donc c'est vrai qu'en fait le 1, à cause du fait qu'il est très travailleur et qu'il aime bien la qualité, il va attirer les regards sur lui et notamment l'étiquette en fait du trop fort. C'est-à-dire qu'il peut vite devenir une cible parce que il est très fort au niveau de la survie. En fait, ce qui va poser problème, c'est pas qu'il va être trop fort au niveau de la survie, ça peut être un problème s'il est trop fort au niveau des épreuves plutôt. Mais c'est le fait que ce soit mélangé à un trop mauvais niveau social. Là, effectivement, dans ce cas-là, on a une cible évidente. C'est vrai que souvent les énéatypes 1, donc grâce à leur formidable capacité de travail, qui est la plus grosse capacité de travail de tout l'énéagramme, ça va donner quelqu'un qui est très actif sur le camp. Donc si en plus il a des connaissances en survie, ça crée d'excellents aventuriers. Donc d'excellents aventuriers, mais surtout ça crée de mauvais candidats. Il est fort, c'est une cible évidente et il a difficilement des alliés. En guise d'exemple, pour l'énéatype 1, je vais citer Yacine ou Freddy. Donc Yacine et Freddy qui sont tous les deux pour le coup des variantes, des 1 de la variante mu, c'est-à-dire avec la répression du centre émotionnel. Et c'est vrai que ces 2 candidats qui avaient eu des intégrations difficiles dans leur équipe, notamment sur leur première aventure en tout cas, ils étaient vraiment très portés sur l'action, hyper actifs, et ils avaient délaissé un peu le côté humain. Et en plus de ça, ils n'avaient pas été très stratèges dans des situations qui étaient compliquées pour eux.
Parce que c'est vrai qu'en plus, je ne l'ai pas cité, je ne vais pas trop en parler là-dessus, ce sera l'objet d'une future vidéo, mais on dit en spirale dynamique que l'ego du 1 est très confortable dans ce qu'on appelle le niveau bleu. Alors, retenez pour l'instant que le niveau bleu, c'est un niveau qui prône des valeurs d'intégrité ou de sacrifice. Le 1 aime bien être quelqu'un d'intègre et de droit, et c'est vrai que ça va l'empêcher en fait de vouloir être trop stratège, de manigancer des coups bas, etc. La majorité des 1 sont assez peu stratèges en fait. Bon, en revanche, évidemment, il faut reconnaître que ils ont grandement amélioré la survie de leur camp, de leur équipe. Et si en plus, oui, ils avaient des notions de survie comme c'était le cas de Freddy, ça crée vraiment des aventuriers vraiment excellents. Voilà pour l'énéatype 1. Maintenant, je vais vous décrire l'énéatype 8. L'énéatype 8, c'est le centre instinctif préféré vers l'extérieur. Donc cette fois, c'est quelqu'un qui ne va pas essayer de se contrôler soi-même, mais qui va essayer de contrôler les autres et l'environnement. Quelqu'un qui aime bien dominer les choses et maîtriser ce qui se passe. Pour ça, il va essayer à tout prix d'éviter la faiblesse. Donc c'est quelqu'un de très actif, qui a trop d'énergie, centre instinctif préféré vers l'extérieur, il déborde d'énergie. Ça donne quelqu'un qui a un caractère affirmatif et très direct. C'est l'énéatype le plus affirmatif de tous. Le 8 en général, il se remarque et soit on l'adore, soit on le déteste. Les points forts de l'énéatype 8, j'ai remis énergique et volontaire. Centre instinctif préféré, on est toujours chez quelqu'un d'hyperactif. Et en plus, ça peut être un leader charismatique. C'est vrai que le 8, c'est quelqu'un qui prend naturellement les devants. Donc qui peut, si jamais il est aimé et respecté de son équipe, quelqu'un qui va fédérer autour de lui, qui va réussir à avoir une aura d'influence et à être considéré par les autres comme quelqu'un qui les pousse vers le haut et un leader charismatique et positif. Ensuite, dans les points négatifs, j'ai mis franc et colérique. Donc comme j'ai dit, le 8, c'est un caractère très direct. Il est franc et c'est pas vraiment une qualité dans l'émission. Ça peut être une qualité dans d'autres circonstances. Mais koh est plutôt un jeu qui favorise quand même la discrétion. Le 8 en général de ce côté-là est pas vraiment avantagé. En plus, comme j'ai écrit juste en dessous, il cherche pas à plaire. Donc ça aussi, gros défaut dans un jeu qui se termine sur un système d'élection. C'est compliqué pour un 8 d'aller chercher la victoire. Le 8, il est comme il est, comme il est très affirmatif. Voilà, il déteste faire l'anguille en fait. Il a des choses à le dire, il dit ce qu'il pense aussi. Donc le fait de ne pas vouloir arrondir les angles, c'est quand même un gros défaut dans le jeu. Et souvent, c'est là que le bas blesse pour le 8, c'est des problèmes au niveau social en fait. Donc ok, il peut avoir des alliés solides, mais il va aussi se faire pas mal d'ennemis sur le chemin, quoi. Et enfin, un dernier point négatif, c'est son esprit de vengeance. On va voir que c'est un des mécanismes égotiques du 8. C'est la vengeance. Donc le 8, en fait, il déteste tout ce qui va être trahison et injustice. Il va essayer de punir ses bourreaux en se vengeant. On voit bien qu'en fait, le 8, au final, c'est un candidat qui ressemble bien au jeu. En fait, il est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui peut même aller au clash, donc c'est quelqu'un qui fait de l'audience. Par contre, au sein du jeu, c'est pas vraiment un bon candidat. Son caractère fort, ça fait quelqu'un de trop mis en avant, une cible trop facile. Par contre, c'est vrai qu'un 8, si jamais c'est le chef de son équipe, il va souvent se faire éliminer après la réunification, parce que c'est un des membres les plus importants de l'équipe, c'est un des leaders en fait. Mais bon, encore faut-il bien s'intégrer dans son équipe, ce qui n'est pas non plus forcément le cas. Si jamais il y a plusieurs 8 dans l'équipe, il peut même y avoir des combats de coq. Mais en tout cas, c'est un candidat, ce sont des candidats qui sont marquants, quoi qu'il arrive. Alors, en guise d'exemple, pour l'énéatype 8, je vais vous citer des candidats comme Claude ou Chantal. Alors, déjà, ils représentent bien le côté hyperactif. Claude et Chantal étaient toujours en mouvement sur le camp,
toujours très actifs, débordants d'énergie. Ils étaient tous les deux très bons sur le plan de la survie. Mais par contre, on voit dans les deux cas qu'ils sont vraiment dans l'affirmation et pas du tout dans l'adaptation. Sachant que c'est la principale qualité d'un bon candidat dans Koh Lanta, c'est l'adaptation. Là, c'est pour ça que les 8 en fait sont souvent pas vraiment des bons candidats. Ce que j'appelle des bons candidats, c'est quelqu'un qui augmente ses chances de terminer premier du jeu. C'est ça. Mais le 8, ça va avoir du mal à arriver sur la première place en fait. Il peut faire souvent les 8 font des très beaux parcours. Par exemple, Claude ou Chantal ont été vraiment très bons, comme j'ai dit, en survie. Ils ont été très bons dans les épreuves aussi. Ils font des parcours vraiment mémorables. Mais ce qui va manquer aux 8, c'est ce social, ce côté qui va leur permettre en fait de franchir la dernière marche et de terminer premier. Parce que voilà, ils essayent pas de plaire aux autres, mais eux, ça les gêne pas en fait. Les 8, de toute façon, on les aime ou on les déteste, mais eux, ils sont comme ils sont. En fait. Ils préfèrent être dans l'affirmation que vouloir gagner à tout prix en essayant d'arrondir les angles. Et c'est vrai que si on prend les 2 fois où Claude est arrivé en finale, il avait récolté qu'une seule voix à chaque fois. Et quand Chantal était arrivée en finale aussi face à Marc, elle avait eu que 2 voix seulement. Voilà pour l'énéatype 8. Maintenant qu'on a vu le 1 et le 8, on va voir la dernière personne qui préfère le centre instinctif. C'est l'énéatype 9. L'énéatype 9, centre instinctif préféré à la fois vers l'intérieur et l'extérieur. Donc quelqu'un qui essaye à la fois de se maîtriser soi-même et de maîtriser son environnement. Pour ça, il y a une solution instinctive, c'est d'essayer d'éviter les problèmes. On dit que la compulsion du 9 est d'essayer à tout prix d'éviter les conflits. Il va essayer d'éviter les conflits externes en entretenant des bonnes relations avec les autres. Et il va aussi essayer d'éviter des conflits internes en se disant que tout va toujours bien. Donc, le point principal à retenir pour l'énéatype 9, c'est le fait qu'il veuille éviter les conflits. Donc ça va créer quelqu'un de profondément sympathique et de calme. Un des aspects importants de l'ego du 9 aussi, c'est que c'est quelqu'un qui se connaît mal. En fait, pour éviter les conflits, quoi de mieux que de ne pas savoir ce qu'on pense pour être toujours un peu d'accord avec les autres. Donc le 9 a du mal à se connaître, à savoir ce qu'il pense, à se forger ses propres opinions. Dans les points positifs du 9, donc vous voyez que là, il y en a beaucoup, je vous le donne en 1000, l'énéatype 9, c'est un des égos qui est le plus favorisé dans le jeu, contrairement par exemple à l'énéatype 8 qu'on vient de voir. Le 9, déjà il est énergique, toujours pareil, on est dans le centre instinctif préféré. Il est calme et discret. C'est vrai que chez le 9, il y a de l'énergie, mais il y a aussi beaucoup de calme intérieur. Quelqu'un qui aime bien éviter les conflits, donc c'est assez logique. En étant calme, ça permet d'atténuer et d'apaiser les choses. Il est discret, toujours un gros point positif comme on l'a dit. Au lieu d'être dans la visibilité, on va plutôt être dans l'ombre. Donc on a moins de chances que les gens veuillent voter contre nous. C'est aussi l'énéatype qui dispose du plus gros capital sympathie. Pareil, comme il essaye d'éviter les conflits, il va essayer d'entretenir des relations saines avec les autres. Gros point positif là, à ce niveau-là. J'ai mis qu'il s'en sert facilement dans un groupe. C'est effectivement avec l'énéatype 6, le type qui s'intègre le mieux dans un travail d'équipe. Donc ça peut être très utile dans la partie pré-réunification en équipe, où le 9 va devrait facilement en fait s'intégrer dans l'équipe. Il va pas tirer la couverture vers lui, puisque comme on va le voir juste après, c'est quelqu'un de modeste. Donc c'est quelqu'un vraiment qui en plus ne cherche pas d'embrouille et apporte une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment quelqu'un d'important à avoir dans une équipe. Je vais parler du sous-type social aussi. En l'occurrence pour le 9, le nom est très parlant. Ça s'appelle la participation périphérique. On voit que ça colle parfaitement en fait avec un profil de gagnant. Participation périphérique, ça veut dire qu'il participe, il a envie de s'insérer dans un groupe social, mais sans y avoir la place importante, la place centrale. Il va rester donc à la marge, en périphérie. Et voilà, ça c'est un gros point positif, puisqu'il ne va pas être la cible
qui peut être visé par l'alliance adverse si jamais il y a un coup de collier par exemple ou quelque chose. C'est pas quelqu'un en fait à qui on va penser, c'est plutôt quelqu'un qu'on va oublier, voilà, qui va se fondre dans la masse. Ensuite, donc le 9 il est modeste, ça c'est quand même une grosse qualité aussi dans koh à ce niveau-là. Ça alimente la discrétion, c'est-à-dire que même s'il gagne beaucoup, c'est pas le type à prendre la grosse tête ou qui va se vanter. Donc pareil, ça permet d'éviter les conflits, d'avoir des relations saines. Et dernière chose aussi qui est importante, c'est ce qu'on appelle la suppression de sensations. Donc en fait, chaque ego vit ce qu'on appelle des transes hypnotiques. Ça veut dire qu'on s'auto-hypnose. Et en l'occurrence, le 9 vit souvent la suppression de sensations. C'est-à-dire que comme il est dans l'oubli de soi, il ne pense pas vraiment à lui, et qu'il se dit que tout va toujours bien, eh bien, il va ressentir la douleur plus tard que les autres, plus difficilement que les autres. Ça peut être un point positif sur, par exemple, toutes les épreuves de patience qui existent, et Dieu sait qu'il y en a quand même dans koh Lanta, même si après, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu, hein, mais c'est toujours un petit point positif en plus d'être quelqu'un qui va ressentir la douleur plus tard que les autres. Ensuite, il y a quand même quelques points négatifs pour le 9. J'en ai trouvé deux surtout. Le premier, c'est la suite en fait du point positif du fait que ce soit quelqu'un de modeste. C'est-à-dire que il se met pas en avant, mais non seulement il se met pas en avant, mais il peut même se retrouver plutôt en arrière. Et donc même s'il s'insère bien dans un groupe et qu'il suit le mouvement, ça peut être dangereux puisqu'il peut se retrouver, comme on dit, au bottom des alliances, c'est-à-dire en bas des alliances. Donc il va bien s'entendre avec tout le monde, mais le fait d'avoir cette position-là aussi, ça peut être un danger. Et si par exemple il est dans une alliance de 5, le 9, ça peut être celui, comme on entend souvent dans l'émission, qui va être la fameuse 5e roue du carrosse, quoi. Ensuite, deuxième point négatif aussi, c'est la confusion. C'est la deuxième transe hypnotique que vit souvent le 9, après la suppression de sensations, c'est la confusion. C'est-à-dire que le 9, il faut comprendre que dans sa tête, comme il ne sait pas vraiment ce qu'il pense, il a du mal à se faire un avis, c'est très difficile pour lui de choisir. Il est un peu paumé en fait dans sa tête. Et des choix, il y en a plein dans koh Lanta. On passe notre vie à choisir. Les candidats, ils doivent choisir à chaque conseil. Tu es obligé de voter pour quelqu'un. Donc si tu t'entends bien avec tout le monde, il faut quand même à la fin trancher et s'insérer dans telle ou telle alliance. Il y a aussi des choix, par exemple quand on gagne une épreuve de confort, il faut choisir souvent quelqu'un à emmener avec nous, ou même des fois carrément, on peut choisir si on peut offrir la récompense ou pas. Et il y a d'autres choses auxquelles je ne pense pas là, mais il y a vraiment beaucoup de choix à faire dans l'émission. Et chaque choix peut être vraiment important. Ça peut avoir des répercussions sur le jeu. Donc c'est le fait de ne pas réussir en fait à avoir toute sa tête au moment où il faut choisir, ça peut être un gros point faible quand même pour le 9. Et vous allez voir qu'en l'occurrence, dans les exemples que je vais citer, il y a Clémence et Teiura. Et c'est vrai que Teiura, il a dans son passé, dans son histoire avec koh Lanta, il a souvent eu du mal avec les choix. Par exemple, dans la nouvelle édition, il avait promis à Laurent de l'emmener un confort, il ne le choisit pas. Et c'est un peu d'ailleurs ce qu'il avait perdu dans cette aventure. Clémence et Teiura, ils représentent bien le fait que les aînés à type 9 sont quand même des candidats avantagés dans le jeu. Clémence, elle a quand même gagné 2 fois, et c'est quelqu'un qui est naturellement, je trouve, dans l'entre-deux, c'est-à-dire ni trop faible, ni trop fort. Elle n'est pas en danger, elle n'est pas visible en fait, elle est à sa place, grâce notamment à son ego qui lui permet de bien s'entendre avec tout le monde, et de ne pas se mettre en avant en fait. Si jamais on est quand même un minimum sportif, comme c'est le cas de ces deux-là, on n'est pas non plus en danger parce qu'il y a toujours plus faible que nous finalement. Et Teiura, il représente bien aussi ce que j'ai dit quand je disais que le 9 est un peu paumé dans sa tête. C'est un constat qui est vraiment amplifié chez la variante mu. Donc la variante mu pour le 9, comme c'est le cas de Teiura, c'est quelqu'un qui va réprimer le centre mental. Ça apporte encore plus de confusion. Et par exemple, quand il s'est fait éliminer de l'île des héros, donc on s'en souvient tous avec Charlotte,
Batté, il disait qu'il avait carrément oublié qu'il avait un collier d'immunité. Et c'est un des phénomènes égotiques du 9, c'est ce qu'on appelle l'oubli de soi. Et en cas de stress, l'ego peut être assez fort et c'est vrai qu'il peut carrément oublier qu'il dispose d'un collier d'immunité puisque il est complètement perdu dans sa tête. Voilà pour les énéatypes qui préfèrent le centre instinctif. On a vu dans cette vidéo les énéatypes 8, 9 et 1. Je vais faire une deuxième vidéo du coup où on va voir les 6 autres, les énéatypes qui préfèrent les centres émotionnels et les centres mentaux. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si jamais vous êtes vraiment intéressé par l'énéagramme, je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien pour aller vers le site enéagramme.com, qui est le site dirigé par les spécialistes de l'énéagramme en France. C'est le couple Fabien et Patricia Chabreuil. Si jamais vous êtes vraiment très intéressé, n'hésitez pas à acheter carrément le livre qui est vraiment très bien fait. Sinon, je prépare moi-même une série de vidéos où je vais cibler 2 candidats pour chaque énéatype que je vais analyser en détail pour mieux vous décrire chaque mécanisme égotique des 9 égos. Voilà, en attendant, merci d'avoir regardé et j'espère à bientôt. Matane.